Bienvenue à bord, ou plutôt bienvenue sous la surface. Je suis Claudia, votre guide pour cette plongée sensible dans les profondeurs parfois troublantes des relations sociales. Ici, tout se transforme, les sons sont sourds, les gestes ralentis, les perceptions intensifient. Exactement comme dans les interactions sociales, où chaque mot, chaque silence, chaque regard peut résonner longtemps après. Aujourd'hui, nous explorons ensemble ce territoire mouvant qu'est la socialisation lorsqu'on est neurodivergent. Masquer pour s'adapter, ressentir intensément, interpréter les non-dits, naviguer entre désir de lien et besoin d'espace. Dans cette traversée, nous parlerons d'hypersensibilité, d'identités multiples adoptées pour survivre, de cette énergie considérable investie pour passer socialement, et aussi de cette recherche intime d'appartenance, sans renoncer à qui l'on est profondément. Alors, installez-vous confortablement, respirez. En quoi vous sentez-vous différente des autres? Et comment cette différence impacte-t-elle vos relations avec autrui? En fait, je me suis pas toujours senti forcément très différent, même si la socialisation est difficile pour moi. J'ai grandi dans une famille, je suis le dernier de 4 garçons, donc la socialisation a été, indispensable très tôt et en fait, très tôt, j'ai développé, une espèce de personnage, très à l'aise avec le langage, qui parle tout le temps, qui est très sociable, mais d'une manière un peu différente, mais qui au final passait à peu près partout. Et c'est pour ça qu'au début, quand Alexandre m'a parlé de l'autisme, c'est vrai que moi, je m'étais jamais posé la question et on n'avait jamais évoqué cette possibilité-là. Et j'avais toujours entendu, il est un peu bizarre. Je donnais pas mal cette image de différent et c'était pas un choix, mais bon, quitte à avoir une personnalité, être bizarre, pourquoi pas. Du coup, ça donnait quelque chose que parfois je cultivais un peu, parfois je rejetais, mais que je comprenais pas, en fait. Du fait que je le comprenais pas, par exemple, moi, le fait d'être très à l'aise avec le langage, très petit, d'avoir cette sorte de boulimie d'informations, qui fait qu'en permanence je consomme, du langage, en fait, des médias, de j'apprends sans cesse. Très vite, on m'a mis l'étiquette de petit professeur, que j'étais le petit professeur, on m'appelait Raymond la science et on me disait que, en fait, cette boulimie d'informations et cette volonté de savoir tout sur tout, c'était un rôle que je me donnais. J'ai toujours eu, dans ma famille, j'ai toujours eu ce discours de: «Tu es le 4e garçon, du coup, fallait bien te différencier et du coup, tu as pris, cette posture, de petit professeur par rapport à tes grands frères» et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à Alexandre la 1re fois qu'on s'est rencontrés. En fait, j'avais complètement intégré que cette différence-là, elle était apparue du fait d'un contexte familial et que éventuellement, c'était pour faire mon intéressant, pour me créer un personnage. Et maintenant, je comprends que c'est dans mes gènes et que c'est lié avec d'autres difficultés que j'ai dans ma vie et c'est lié avec, aussi, des capacités. Amandine? C'est pas facile comme question, mais peut-être que c'est plus lié à du coup l'hypersensibilité. Là, je me rends compte aussi depuis que je suis enfant, moi j'ai plutôt eu la place de la chieuse quoi. Je fais un peu chier tout le monde, tu râles sur des trucs, un truc qui dérange un peu quoi. Mais du coup, ça se ressentait aussi pas mal moi je le ressentais pas mal dans le fait de sentir ou justement ne pas sentir certaines personnes. J'ai l'exemple flagrant pour moi de gens avec qui mes parents, ma famille étaient amis et moi ces gens-là, je pouvais vraiment pas je les sentais pas. Vraiment, il y avait quelque chose pour moi qui passait pas du tout. Dès que j'essayais d'en parler un peu avec la famille, bon voilà, tout le monde était là genre: «Mais il y a aucun problème, c'est toi qui fais chier quoi, encore une fois, tu es la chieuse, de toute façon, il faut toujours que tu fasses les trucs, différemment» et au final, ça s'est très, très mal terminé avec ces gens-là. Ça a clashé complètement sur plein de plans. Il y a eu un truc pour moi où j'étais là genre: «Bah ouais, je l'avais dit, mais bon, vous avez pas voulu m'écouter». Évidemment, j'ai pas dit ça, mais voilà, c'était un peu ce truc-là où je me disais: «Bah ouais, moi je l'avais senti, quoi». Notre société accorde souvent moins d'espace aux personnes socialisées en tant que filles, puis femmes,
pour exprimer pleinement leurs différences. Est-ce quelque chose que tu as ressenti dans ton parcours, Amandine? Ouais, je sais pas, en fait, moi, c'est là où pour moi, c'est très difficile aussi comment dire? M'auto-diagnostiquer ou quoi, ou en tout cas de m'identifier, voilà, c'était ça le mot, de m'identifier à tout ça parce qu'en fait, heu, mon ressenti à moi jusqu'à maintenant et même encore aujourd'hui, c'est le cas, j'ai l'impression d'avoir rasé les murs, quoi. C'est-à-dire que d'essayer de me faire, d'être le plus conforme possible, de rentrer dans les rangs, de pas faire de vagues, enfin, tous ces trucs-là. Mais par contre, ça me coûte énormément. Voilà, jusqu'à maintenant, là, j'en prends conscience aujourd'hui, avec plein d'autres aspects, mais où du coup, voilà, ça m'a coûté, beaucoup de faire ça. C'est le camouflage social, en fait, le masking en anglais, comme on dit. Ouais, Cette tendance à ouais. masquer nos traits autistiques, nos besoins neurodivergents, pour faire voilà, semblant d'être adapté aux normes, en fait, aux attentes. Ouais. Mhm. C'est là où c'est difficile pour moi de m'identifier, c'est que du fait de ce truc de masking là, j'ai l'impression que moi chez moi les signes sont assez petits et où du coup je me dis: «Bah, est-ce que j'en suis vraiment? Ou est-ce que c'est bon?» Encore une fois, parce que c'est aussi beaucoup quelque chose que j'ai entendu petite, c'est pour me donner un genre, un style, un truc pour être différente et pour être, enfin voilà. Pour faire ton ciné, pour faire ton cinoche, ton théâtre, C'est c'est ça. un peu ce genre d'accusation. Bah, ouais. Quand il n'y a pas le regard clinique, il y a le regard moral, en fait. C'est ça qui nous reste quand on ne voit pas avec des yeux bienveillants, en fait. C'est toujours le reproche. Et moi, comment je peux dire que je suis différent, en fait? Je pense que j'avais toujours beaucoup d'habilité, en fait, de capacité à interagir à cause de ma capacité à m'adapter et à créer des choses, même des personnes de moi-même, en fait. Donc, du coup, ça invisibilisait ma difficulté à se socialiser, qui ne s'est manifestée que quand j'étais adulte, quand j'ai vu que, en fait, quand je changeais d'école, par exemple, je perdais mes copains. Donc, j'ai sorti de gymnase au collège, j'ai perdu au lycée, je sais pas comment dire, j'ai perdu mes collègues. J'ai sorti du lycée à la fac, j'ai perdu mes collègues du lycée. J'ai sorti de la fac au boulot, j'ai perdu mes collègues. J'ai sorti du premier boulot, et donc je vois que j'ai une difficulté à tenir les relations, les rapports. Et ça, parce qu'en fait, c'est comme si j'étais complètement consacré aux gens qui sont dans mon entourage immédiat. Donc, si la personne partage avec moi un temps et un espace commun, je suis hyper fixé à ces gens-là. Donc, j'ai eu toujours mon meilleur ami, ma meilleure amie, mon meilleur copain, et c'était la personne de support, en fait, qui était là à mon côté à faire tout. Et en fait, quand j'étais plus là, à partager, et la personne n'était plus là non plus, en fait, à partager ce temps, cet espace avec moi, ça s'est frité, en fait. Et c'est pas parce que je n'aime pas cette personne, c'est parce que je n'ai pas cet élan, cette machine qui fait tourner en fait ce genre de ah, j'envoie un message, j'écris un mail, je veux savoir comment ça va, coucou, comment ça. Je peux pas faire ça en fait. Et du coup, au fil du temps, en fait, et avec 45 ans, j'ai vu que je gardais 3 amis. Et ça se dit, bam, j'ai un problème. Et je compensais en fait cette difficulté en étant hyper fixé à chaque fois et tellement donné et consacré aux amitiés quand j'étais là présent. Et les gens disaient, ah, t'es trop intense, toujours passionné. Et ça, c'était une caractéristique que je voyais plutôt comme quelque chose de, voilà, de spécial. Mais après, ça me faisait vraiment un coup parce que je me disais, mince, pourquoi, quelle sorte d'ami pardon, pourquoi j'interagis comme ça, pourquoi les gens peuvent passer de ma vie comme ça, et voilà, ça ne me blesse pas tant que ça, en fait. Et je sens un certain regret, mais voilà, je suis comme ça et j'accepte. Donc ça, c'est une question. Et pour cette question de sensibilité aussi, c'est marrant parce qu'en fait, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne réagissaient pas. Je ne dis pas que de sensibilité affective, ce radar pour regarder l'esprit des autres, mais je parle aussi de la sensibilité sensorielle, en fait. Donc là, quand il y a une ambulance qui passe dans la rue, je suis la personne à boucher les oreilles. Et je dis, mais c'est marrant parce que les gens ne se plaignent pas de ce bruit affreux. Quand il y a une moto qui passe, quand il y a beaucoup de bruit dans un café, dans un bar, machin, ça me dérange. Et je disais, mince, pourquoi ça? Je me retenais, en fait, je parlais pas trop, mais je ressentais vachement ça. Du coup, j'évitais beaucoup les choses, j'évitais beaucoup les happy hours, j'évitais ce genre d'endroit social, en fait. On va mener la vie commune, en fait, et donc c'était pas pour moi, ce genre de choses. Donc je préférais lire, je préférais aller à musée, je préférais faire d'autres choses, en fait. Et je savais que je pouvais aussi interagir aux gens. Mais aux dépenses, en fait, et au coût de cet effort de masking, de camouflage, que je n'aime pas trop le mot masking, parce que ça fait penser qu'on a un vrai visage, qu'on met un masque pour faire semblant de quelque chose. Et c'est pas ça, en fait. Pour moi, c'est plutôt comme quand on voit le poulpe qui peut changer la consistance, la couleur de sa peau pour s'adapter à l'environnement, en fait. Je pense que c'est plutôt ça, en fait, cette capacité, cette habilité qu'on a de se mélanger complètement à l'environnement et de se cacher là. En dépensant énormément d'énergie, n'est-ce pas? Carrément, ça, c'est sûr, en fait. Oui, justement.
Parce qu'à la fois aussi, c'est pour cela que je t'ai aussi invisibilisé, parce qu'en fait, par mon intelligence et ma surdouance, je suis aussi hyperactif, donc j'ai beaucoup d'énergie. Donc même si ça dépense beaucoup d'énergie, j'en ai tellement, voilà, que je ne voyais même pas en fait ça. Et les gens disaient, non, mais c'est ouf, quoi, tu tiens le coup, machin, ta, ta, ta. Et moi-même, je ne voyais pas ça, je voyais ça plutôt comme une histoire de qualité, mais c'est aussi, il y a le biais, il y a le revers de la médaille, en fait. Ça, je payais le prix cher, en fait, d'être à chaque fois autant engagé, avec autant d'énergie. Et voilà. Et du coup, de nouveau, pour reprendre la question du moment de mon diagnostic, quand j'étais dans la pandémie confiné à la maison, je voyais que j'avais un besoin fou de faire cette autorégulation par la danse et par la musique, en fait, de stimuler mon oreille, mon corps à bouger, tout ça, pour justement régler cette inquiétude, cette hyperactivité. Et je me suis dit, tiens, mais je ritualisais, en fait, c'était impressionnant. À la fin de la journée, je mettais 1h30, 2 heures dans ma salle de bain, totalement colorée comme ça, pour faire de la stimulation, pour faire descendre un peu cette énergie, en fait, que je dépensais. Et voilà, et du coup, je dis, ben, ça, c'est un besoin énorme et qui était un peu oublié, en fait. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup ça. Et quand j'étais ado et plutôt jeune adulte, je, j'avais oublié, en fait, ça. Comme c'était un besoin qui n'était pas plus dans mon horizon. Et ça m'a beaucoup fait souffrir, en fait. Et là, j'aurais pris ça comme un besoin vraiment central de mon existence, mon esteeming. C'est marrant parce que sur tes deux histoires, d'une par rapport aux amitiés et de deux par rapport au bruit de la ville, quelque part je partage et d'un autre c'est opposé. Et je trouve que ça c'est très courant en fait dans l'autisme. Plus je m'y intéresse et plus je comprends ça. La meilleure définition que j'ai trouvée, enfin en tout cas celle qui me parle le plus, maintenant que moi je me reconnais comme autiste, c'est l'hypersensibilité à tous les niveaux, cognitive, émotionnelle, sensorielle, c'est vraiment l'hypersensibilité. Et en fait, il faut comprendre, c'est que cette hypersensibilité, elle peut s'exprimer de manière opposée, en fait. Par exemple, tu parlais de tes difficultés à maintenir des amitiés en envoyant des petits messages et tout. Moi, j'avais presque le côté opposé. Cette hypersensibilité et ce besoin de faire partie faisait que j'étais la personne à envoyer plein de petits messages. Et au début de ma vingtaine, j'étais comme ça. Dès que je voyais quelque chose, ah, ça me fait penser à toi. J'étais sans cesse, en fait, en train de vouloir me connecter avec d'autres personnes, sauf qu'en même temps, en étant ultra sensible aux réactions des personnes. Et très souvent, me frustrer et me dire, mince, j'ai toutes ces attentions et tout, et ah, mes amis, ma famille, ils me répondent pas, ou ils me répondent trop tard, ou eux, ils ont pas ce genre d'attention. C'est quelque chose qui a changé petit à petit, que j'ai plus trop. Mais en fait, qui vient des mêmes difficultés. J'aime bien aussi, moi, c'est quelque chose que j'ai lu dans les groupes anglophones sur l'autisme. Description de l'autisme, on n'a pas d'autopilote social, en fait. C'est-à-dire que on peut socialiser très bien, mais il n'y a pas d'autopilote. On passe notre temps avec la carte, avec la boussole. Et sauf que dans mon cas, j'étais avec ma carte et ma boussole à vouloir vraiment arriver à destination, sauf que c'était trop difficile, ou c'était pas comme je voulais, ou il y avait une sorte de manque d'harmonie et qui faisait que je me frustrais énormément. Et l'autre point dont tu parlais, tu disais, ah, je me bouchais les oreilles. Enfin, Alexandre, si je me trompe pas, t'as grandi à Sao Paulo, n'est-ce pas? Ah oui, c'est affreux. Carrément. D'ailleurs, Sao Paulo, où j'habite maintenant, voilà, c'est une espèce de ville absurde avec des hélicoptères et tout, enfin bref. C'est atroce. Et moi, j'ai eu l'enfance complètement opposée, c'est-à-dire que j'ai grandi, comme toi, Amandine, en race campagne. C'est-à-dire que mon père était agriculteur et j'ai grandi sur une ferme, donc c'était génial parce que j'avais énormément de sensations, de stimulation sensorielle, donc c'est pas quelque chose dont j'ai manqué. Par contre, je me suis blessé plein de fois. Je montais à 7 mètres de haut, où je partais en courant. Les gens me cherchaient pendant 6 heures. Enfin bref. Sensoriellement, c'était génial. En tout cas, quand j'étais petit. Mais très rapidement, à la préadolescence et à l'adolescence, c'était horrible. Et tout ce que je voulais, c'était vivre dans une ville, pouvoir aller au musée et aller à la bibliothèque et avoir plein de possibilités, alors que la campagne, d'autant plus quand on est petit, qu'on n'a pas de voiture, et c'est très peu de possibilités et c'est dépendre énormément de ses parents pour nous conduire à droite à gauche. Pour m'auto-stimuler, pour me stimuler en fait, intellectuellement, sensoriellement, ça a été les médias. Et je me suis mis à regarder énormément la télévision et dès qu'il y a eu Internet,
Ça a pris du temps, hein. La DSL a pris du temps à venir, mais dès que c'était possible, je passais mon temps sur l'ordinateur à consommer YouTube, les publicités en japonais, les machins, les trucs, à consommer du langage. Je dis toujours que j'ai plus appris par la télévision et Internet que par l'école, et c'est vrai. Mais ça, je trouve que c'est très important parce qu'il y a très souvent une difficulté, nous-mêmes, autistes, à nous auto-définir, à nous auto-identifier, mais encore plus des neurotypiques. Ah, qu'est-ce que c'est l'autisme? Ça a l'air très différent, multiforme. Mais en fait, il faut bien comprendre que les mêmes caractéristiques peuvent déboucher selon les contextes, selon le soin, selon tout un tas de facteurs, peut déboucher sur des caractéristiques qui sont opposées en fait. Et qui peuvent changer dans le fil de la vie, en fait. Quand tu es enfant, quand tu es jeune adulte, et quand tu es plus âgé, ça change complètement. Et il faut savoir ça aussi. Ah oui, qui change complètement. Ah oui, maintenant j'habite à Sao Paulo et pour moi c'est horrible et j'ai mis des rideaux pour couper le bruit, alors que au début, quand j'ai habité dans une grande ville pour la première fois, mais j'étais ravi des ambulances et de tout, c'était ce que je voulais, quoi. Je voulais cette simulation. Tu dis que l'expression de cette hypersensibilité peut changer. Comment peut-elle changer? Comment ça peut changer? C'est intéressant cette question parce que je pense que pour chaque personne, ça change de... Voilà, Déjà, je pense qu'un enfant qui a identifié quand il est enfant, il peut faire son avocat, on va dire, de ses besoins, de ses nécessités, d'une façon plus facile que quand nous, on était enfants, on n'était pas diagnostiqués, on ne savait même pas plaidoyer pour nous, quoi. Dire, ah, alors j'ai une question sensorielle ici, il faut que je fasse attention au bruit, il faut que je fasse attention je sais pas, à la température, à mon hydratation. J'ai oublié de prendre de l'eau pendant des heures et des heures. Et ça me faisait super mal. Après, j'avais mal de crâne, j'avais la tension qui baissait. Donc, je pense qu'il y a de ça. Il y a cette conscience qui peut mener à une meilleure, comment on va dire, management du quotidien. Et je pense que même selon notre état d'humeur, la question des stimulations sensorielles, par exemple, si je suis dans mon normal, en fait, je n'aime pas trop les bruits, mais si j'ai envie et si je cherche cette stimulation parce que j'ai une tension et je veux que ça passe par les stimulations, je peux écouter de la musique super fort et de la musique électronique avec plein de couches de sons. Donc, ça ne veut pas dire que tu as une sensibilité sensorielle, donc du coup, tu es complètement comme un cristal qui va briser à chaque fois que tu fais ça ou ça. Donc, ça dépend de l'état de l'humeur et ça aussi dépend de l'âge. Par contre, cette question de sensibilité au bruit des ambulances, par exemple, c'était toujours depuis que j'étais tout petit. Bon, dès que je me connais, en fait, comme personne. Ah, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la surcharge. Du coup, de mon côté, j'ai grandi dans un milieu très vulnérable avec tout ce qu'il y a dans la marge, dans la misère, la survivance, etc. Je dirais que la tâche dans mon éducation qui a fait ma mère, c'était plutôt m'élever à être plus forte selon ses références que le monde. Selon son point de vue et selon là où j'ai grandi, le monde c'est très dur et très insensible. Les grands champs mangent aux petits. Du coup, elle m'a élevée pour être... elle m'a élevée de cette manière, quoi. Et c'était sa manière de survivre, du coup. Et c'était ma manière aussi de survivre. Mais après, on a changé un peu de monde, mais elle n'a pas malheureusement changé de vision d'un monde très injuste et d'un monde où la sensibilité, c'est plutôt un défaut. Et très fragile, c'est plutôt un défaut. Et maintenant, Pina, te considères-tu comme hypersensible? Je ne sais pas si je suis hypersensible pour l'instant. Je dirais... je ne sais pas. Je n'ai pas encore creusé cela, mais je pourrais dire que oui, je ressens comme tout le monde. Après, il y a, je ne sais pas, il y a certaines choses dans la musique, dans la nourriture par exemple aussi, que j'aime beaucoup. Pour moi, plutôt, ce qui était ton Internet, Léo, pour moi, c'était plutôt l'Encarta. Avant que Internet arrive. C'était le Wikipédia
de l'époque. C'était un CD-ROM ou un disquette où en fait, il y avait déjà les hyperliens dans l'époque et tu allais d'un concept à l'autre. Bah, c'est comme Wikipédia. Mais je vais passer des heures et des heures avec l'Encarta, tu vois, en train de, je ne sais pas, il y avait, je ne sais pas aussi, des audios, des choses comme ça. Et j'ai passé des heures et des heures à découvrir le monde par l'Encarta, par les films, par la musique ou par les livres à la bibliothèque. Et du coup, ça, c'était un peu la porte au monde à l'époque. Et après aussi. Et après, on a déménagé en Espagne. Et là, oui, on a eu l'Internet, on a eu de différentes choses. Mais du coup, je ne sais pas si c'est hypersensible, mais les gens disaient que j'avais des goûts bizarres. Je pense que dans certaines classes socio-économiques de la marge, il y a aussi, et c'est ça le point, et c'est quelque chose qui c'est fou. Et dans mon côté, je suis un peu transclasse, et ça, on l'a beaucoup vu avec mon thérapeute. Et du coup, il faut se dire que c'est plutôt dans tes fragilités et qu'il y a une grande force aussi qui peut ouvrir d'autres portes. Et notre monde, dans mon cas, c'était les portes de la connaissance ou des langues. Mais que c'est quelque chose que malheureusement les gens essayent on va dire, de t'élever contre leur gré. Et je pense qu'il y a beaucoup de reproductions aussi de leur manière d'avoir été élevés aussi. Du coup, à se dire, il faut que tu sois prêt pour le monde horrible qu'il y a dehors. Du coup, et le monde insensible, je suis pire que le monde, d'un point de vue des parents. Et où, en fait, la sensibilité, la créativité, la fragilité, ce n'est pas du tout un atout. C'est en fait tout le contraire, ça va en fait te faire souffrir. Mais à quel coût, non? Et quand on parlait de l'intergénérationnel, nos parents, nos grands-parents viennent aussi des générations où les tabous, ça restait là, ça se parlait pas. Lorsque maintenant, je vois de plus en plus de personnes qui essayent, en fait, de ne pas suivre le roue des générations ultérieures, quoi. Du coup, si tu viens d'un endroit où, en fait, tes fragilités, tes sensibilités sortent de la standardité, de même que c'est mal vu, c'est vu comme quelque chose qui te va faire souffrir. Peut-être c'est ça qui va t'offrir aussi une porte à d'autres mondes et à d'autres endroits. En fait, et avec le temps, on en a parlé avec ma mère, qui en fait, si c'était pas pour ça, je serais pas là, quoi. La confiance ne vient pas comme ça, malheureusement, mais petit à petit, avoir quand même soi-même et se dire quelles limites il faut pas franchir et quelles limites vont contre toi-même. Parce que même en faisant plusieurs alter-ego, il y a une essence. Les alter-ego, c'est pour survivre. C'est pour se débrouiller dans des situations où on apprend comme ça aussi. Mais c'est tout un travail, c'est se connaître, se reconnaître dans la vie et voir de quoi on se cache aussi. La plongée touche à sa fin. Nous avons traversé ensemble des eaux parfois troubles, d'autres fois lumineuses, à la rencontre de nous-mêmes et des autres. Être neurodivergent dans un monde complexe,
C'est vivre au cœur même de paradoxes, vouloir appartenir sans se perdre, ressentir profondément sans s'épuiser, se protéger tout en restant ouvert. Dans notre prochain épisode, nous explorerons ensemble un autre univers fascinant, celui des intérêts spéciaux, ces passions intenses qui structurent la vie des personnes neurodivergentes. En attendant, je vous invite à réagir à cet épisode au 0033 6 24 41 00 42. Envoyez-moi vos messages par Signal, Telegram ou WhatsApp. Merci d'avoir partagé cette immersion avec nous et à bientôt pour une nouvelle plongée. Culture neurodivergente est une production du collectif Neurolibération. Nous remercions le label Loho pour son autorisation et dédions cet épisode à la mémoire de Suzumu Yokota.